On parlait tantôt avant la pause du Burkina Faso où plus de 2 millions de personnes sont en insécurité alimentaire. Vivien, vous pensez que la CEDEAO devrait aussi intervenir, avoir son mot à dire? Oui, je crois qu'aujourd'hui, la CEDEAO a son rôle à jouer pour revaloriser l'agriculture dans toute la communauté. C'est vrai que au début, bon, c'était plus l'économie d'une façon globale. Après, on s'est donné beaucoup à la politique. Et ces dernières années, la CEDEAO joue plus le rôle politique que le rôle de l'économie et du développement en tant que tel, développement durable avec l'homme au centre des actions. Il est très important qu'au niveau communautaire, effectivement, des initiatives soient prises pour que, par exemple, l'État, que les États soient encouragés à effectivement donner un coup de pouce à l'agriculture. De la même façon qu'on propose des portefeuilles au gouvernement, on leur dit il serait bien d'avoir un ministère chargé de tel. Je crois qu'il est important aussi de dire, bon, essayez de relever votre budget consacré à l'agriculture. Et au niveau de l'éducation, du système éducatif aussi, il faudrait que déjà, dans les années qui vont suivre, les jeunes soient encouragés à devenir des spécialistes en agriculture, des agronomes, des agriculteurs. Et curieusement, quand on parle d'agriculteurs aux États-Unis, ce n'est pas nos cultivateurs ici en Afrique. Alors, il est temps qu'on en arrive là, qu'un seul agriculteur puisse être capable d'exporter des tonnes et des tonnes de sa plus production. D'exploitants agricoles. Oui, bien. Nous, on est plutôt dans une agriculture une agriculture traditionnelle. Oui. Aujourd'hui encore, ma famille, donc. Aujourd'hui encore, on utilise la houe et le coucou, alors qu'il y a quand même des moyens modernes de mécanisation qu'on pourrait utiliser pour avoir plus de production. Je ne peux pas comprendre que nos pays africains n'arrivent même pas à se nourrir pour pouvoir exporter. Vous savez que présentement, il y a du riz qui nous est venu des États-Unis d'Amérique, qu'on est en train de distribuer dans les mairies, contre un petit paiement. Mais c'est du riz de 2017. Alors pourquoi on va continuer toujours par exporter tout de l'extérieur alors que nous avons la possibilité, nous aussi, de mettre en valeur le sol et puis de mettre en valeur la jeunesse. Il faudrait qu'il y ait une politique qui encourage à l'agriculture. Entre-temps, la révolution verte de feu Gnassingbé Adema au Togo, aujourd'hui on n'en parle plus. Oui, et il est important que le ministère ou les ministères chargés de l'économie de l'agriculture mettent un accent aussi. Pourtant, on a un ministère dont la dénomination a trait à ça. Oui, tout à fait, pour aider à la consommation locale. Oui. Mais il faudrait qu'il y ait la production. On ne voit pas trop d'initiatives non plus de ce ministère. Voilà, il faut qu'il y ait beaucoup de production d'abord pour qu'on puisse consommer local. Et je crois qu'en Côte d'Ivoire, entre-temps, le président Foué a demandé à chaque ministre de cultiver un nombre d'hectares pour donner l'exemple au pays. Il est temps que les ministres le font au Togo. Et ils ont des champs, des fermes. Il y en a qui ont même arraché tous les terrains des villageois, et des fois même à vil prix, malheureusement. Le temps que les enfants ne grandissent, ils n'auront rien, il y a un problème foncier. Alors le Burkina doit se rattraper en mettant un accent sur une agriculture qui développe la production de vivres pour d'abord nourrir le pays et pourquoi pas l'exporter. Alors, je dis, avec la crise sanitaire du coronavirus, je crois qu'à la fin de cette crise-là, les priorités vont changer. Oui. Les gouvernants doivent comprendre que les priorités aujourd'hui, c'est l'agriculture et la santé. Oui. Parce que si vous n'investissez pas beaucoup dans ces domaines-là, vous ferez encore vous serez encore victime. Vous serez encore victime de cette situation-là que nous vivons aujourd'hui, où les États dépensent plus que normalement s'ils avaient investi des années auparavant dans ces différents domaines. Alors moi, je crois que les priorités vont changer et il y aura un nouvel ordre économique. Ça se pose d'ailleurs. Le volet où on parle des conditions climatiques au niveau du Burkina, on sait que c'est un vaste désert. Oui. En même temps, ce n'est pas, je l'ai dit, c'est pas une échappatoire parce que l'Israël, c'est un vaste désert, mais Israël a atteint il y a des cultures qui sont adaptées même au désert. Donc, on peut, je ne sais pas comment ils forment leurs agronomes là-bas, mais
on peut avoir de l'expertise étrangère, les transposer là-bas et pouvoir s'en servir. Vous savez, c'est très, très simple à comprendre. Quand vous faites face à une situation, il faut mener des recherches. Nous, on a déjà un problème, c'est un complexe. Déjà en se disant, nous n'avons pas les moyens d'y arriver. On n'y arrivera jamais. Il faut partir de quelque part. Les Israéliens, ils ont une technique agricole qui leur permet de cultiver même sur leur terre aride. Alors que chez nous, dès que vous rencontrez une montagne, on dit, ah là, on ne peut pas cultiver, il faut aller chercher une terre. Sauf que chez nous également, au Togo, un pays kabyle, on cultive bien sur la montagne. Oui. Donc il faut que le Burkina vienne apprendre ça chez nous. C'est pas seulement le Burkina, c'est un problème général en Afrique. Pour l'Afrique, oui. Oui, il faut qu'on s'adapte à nos réalités. Maintenant, vivement, comme ce qui se passe à l'université de Lomé, où on incite les jeunes à aller vers ces secteurs porteurs qui sont l'agriculture, la santé et l'industrie, pour pouvoir permettre à nos agriculteurs d'obtenir des engins qui leur permettent, à moindre coût, qui leur permettent de cultiver sans trop souffrir et de faire de larges cultures sur les terres arabes que nous avons. 3 millions de terres arabes. Et on n'est même pas encore arrivé à cultiver la moitié. Même pas le cas. Oui. Je crois qu'il y a un autre problème qui se pose dans nos pays africains, c'est que les banques, par exemple, ont du mal à accorder directement à des agriculteurs du crédit. Et oui, je mais crois en même temps, on peut comprendre aussi les banques parce qu'elles doivent être sûres que ce dans quoi je mets l'argent va rapporter. Puisque nos agricultures sont climato-dépendantes, alors finalement, si votre production, ça ne marche pas, c'est de l'argent perdu, comment vous faites payer vos C'est pour ça qu'il faudrait d'abord qu'il y ait une politique qui sensibilise dans ce sens. Vous savez, en agriculture, nos grands-parents n'avaient même pas les prévisions météo, tout ça là. Mais nos grands-parents savaient adapter les cultures suivant les climats. Tu sais que si tu cultives tel produit, si jamais il ne pleuvait pas, tu n'auras pas de résultat. On prévoit en même temps autre chose. Vous allez voir dans certains champs, il y a du haricot qui est en bas des tiges de manioc, ainsi de suite. Là, la prévision est là, d'une façon traditionnelle. Et aujourd'hui, avec le développement de la science, on peut essayer effectivement d'accompagner les agriculteurs. Trouver un terrain de 20 hectares ou 200 hectares, essayer de prendre une partie pour cultiver tel produit et réserver l'autre à ceci. Vous savez, quand vous cultivez, par exemple, vous plantez du citron, ben ça va prendre 3 ou 4 ou 5 ans. Et puis, en même temps, vous pouvez cultiver autre chose aussi sous les arbres, sous les arbres, en attendant que les arbres prennent effectivement de la grande place dans votre champ. Il est très important qu'on réadapte nos politiques à la réalité. Il faudrait aussi, au niveau de la mécanisation, le problème c'est quoi? C'est que avec les outils qu'on a reçus de la Russie et des fois même de l'Israël, les outils n'étaient pas tellement adaptés à nos terres ici en Afrique. Alors, il est très important que déjà à l'université, que des jeunes soient formés pour pouvoir expédier ces expériences-là de l'Israël, de la Chine, pourquoi pas de la Russie, mais en essayant de faire chaque fois l'adaptation et que notre agriculture en Afrique soit mécanisée. Il est temps que l'Afrique envoie du riz aux États-Unis, parce que c'est quand même un vaste territoire, et il est temps qu'on cesse de prendre du riz de l'Asie, du Vietnam, ainsi de suite. Du riz de quelle qualité encore? Ben voilà. Je voudrais un peu rebondir sur le phénomène de financement de l'agriculture. D'abord, pour le banquier au Togo, c'est déjà difficile d'avoir des prêts quand, quel que soit le domaine. Et le banquier pense aujourd'hui que l'agriculture est un domaine à haut risque où l'investissement peut ne pas revenir, surtout pas avec des intérêts. Donc le banquier, il se dit,
si j'investis dans l'agriculture, je prends beaucoup trop de risques. Oui. C'est le regret qu'on a par rapport à ce qui s'est passé avec la Caisse nationale de crédit agricole. oui. Hein, un instrument qui a été pillé n'importe comment et qui a été liquidé. Je crois que nous-mêmes, nous sommes victimes de nos propres turpitudes, comme on le dit, mais parce que on a eu quand même ces instruments qui pouvaient nous permettre de développer rapidement notre agriculture. Parce que tant qu'il y a un fonds de garantie, la banque n'aura pas trop peur. Voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve là, il n'y a pas de banque agricole. Moi, je prends par exemple aujourd'hui l'exemple de la Chine, où les Chinois, pour se développer, pour arriver au niveau où ils sont arrivés aujourd'hui, ils ont créé une banque qui s'appelle Construction Bank, qui aide. Dès que tu as le projet, ils étudient, ils se disent, bon, ok, c'est un projet porteur. Tout de suite, l'investissement vient. Ça permet quand même aux développeurs de pouvoir s'asseoir et travailler. Et puis en même temps former d'autres jeunes aussi. Et ça a permis quand même de développer. On peut prendre cet exemple-là chez nous, dans le domaine agricole, pour aider ce que tu appelais par exemple les exploitants agricoles. Il y en a chez nous. Sauf que ces gens-là, malgré leur position, ils ne sont pas aidés financièrement par les banques. Parce que les banques ont peur du retour sur investissement. Donc le rôle à la CEDEAO et à nos gouvernements, il faudrait qu'on réfléchisse à une nouvelle façon de faire l'agriculture pour éviter chaque fois d'être obligé de lancer des cris d'alarme pour avoir de l'aide, surtout alimentaire. Second sujet, c'est Madagascar maintenant. À Tamatave, la grogne sociale s'est étendue cette semaine à la population de certains quartiers de cette deuxième ville et capitale économique du pays, plus gros foyer de l'épidémie de coronavirus de l'île. La cité portuaire a vécu, par exemple, dans la journée d'hier, une après-midi d'émeutes. Des affrontements entre forces de l'ordre et habitants ont éclaté après que les premiers ont passé à tabac un homme qui refusait de respecter les mesures de confinement. Depuis, la situation reste électrique. Alors, pour le dire clairement à Vivien Thomy en français facile, c'est que on a confiné Tamatave, confinement total. On ne sort qu'entre 5h du matin et 13h de l'après-midi. Alors, tout le monde a dit sur le continent, on n'a pas les moyens d'un confinement. C'est ce qu'on a fait. Tamatave cumule aujourd'hui presque 1000 cas de coronavirus. Mais au-delà du coronavirus, les gens ont peur de mourir de faim, d'où les émeutes. Vous savez, c'est très difficile pour les États aujourd'hui d'appliquer les mesures barrières, de faire appliquer ces mesures du moment où la situation économique de nos populations n'est pas tellement ça. On ne s'était pas préparé au niveau gouvernemental à une crise pareille. Et deuxième chose, au niveau des foyers, pour parler des citoyens, on ne s'y attendait pas du tout. Du moment où même nos gouvernants qui étaient censés faire des prévisions n'ont pas pu prévoir effectivement cette crise, tous les foyers ont été surpris. Aujourd'hui, beaucoup de choses s'accumulent. D'abord, le stress. On n'est pas habitué à ce train de vie où on est devenu comme des rats, on est obligé de vivre dans nos maisons. Et on ne sort plus pour aller prendre de l'air, on ne peut plus aller à la plage, on ne peut plus prendre du bon vin dans un restaurant. Alors, on a tous les interdits. Première chose, on est stressé. Alors, on ne tient plus tellement moralement, puisque c'est la première fois que beaucoup vivent cette situation pareille. Et seconde chose, maintenant, tu es à la maison, tu dois consommer. Parce qu'on mange plus quand on ne fait rien du tout. Alors, on n'a pas les moyens pour pouvoir se nourrir, et surtout pour les pères de famille, nourrir la famille, et puis répondre aux sollicitations des cousins et des autres. Alors, tout cela, c'est aussi un point. Et quand on vous dit, ne sortez pas, ça fait vraiment mal. Alors aujourd'hui, le problème qui se pose dans cette ville de Madagascar est pratiquement le même partout en Afrique, où on dit nous voulons que les gens soient confinés. Mais en même temps, il n'y a pas un accompagnement réel
pour ces gens-là. Ce qui fait qu'à moindre problème, les gens s'explosent. Et puis, c'est ça qui donne effectivement la naissance à certaines crises qu'on rencontre malheureusement. Quand on pose la question même du confinement sur le continent, avec le recul et les connaissances qu'on a aujourd'hui de la pandémie, beaucoup estiment que ce n'était pas la solution, du moins pour l'Afrique, où on a vu le pays n'a pas payé le prix fort. Et surtout, on connaît la condition sociale des gens. Vous les confinez, après vous avez une grogne sociale sur le dos. On en parlait tout à l'heure dans le cas du Burkina Faso, de la crise alimentaire qui vient de naître au Burkina Faso. Soyez-en sûrs que nous en aurons dans plusieurs pays africains. Sauf que là, Tommy l'avait relevé, l'État burkinabé a eu le courage de l'annoncer. Oui. Mais dans certains pays où la politique n'est pas aussi ouverte, les gens vont vous cacher cette situation-là et il y aura plus de morts. Peut-être qu'on va mettre ça sous le dos du coronavirus. Mais la situation est telle que dans tous les pays, les gens n'ont pas les moyens de survivre par rapport à cette crise dont on ne connaît pas encore la fin. Oui. C'est-à-dire que personne ne peut me dire aujourd'hui que jusqu'au mois de septembre, au mois de décembre, le coronavirus va partir. On avait eu des situations similaires dans le cas de l'Ebola. Mais ce qui s'est passé, c'est que très vite, ce virus a été circonscrit. Et on a pu régler les problèmes à temps et le développement s'est arrêté à 2-3 pays dans notre sous-région. Mais au Madagascar, un pays pauvre où les populations vivent à plus de 80% en dessous du seuil de pauvreté. Les gens n'arrivent pas à se nourrir et vous leur demandez de rester chez eux. Mais dans quelles conditions? Moi, ce qui m'a attiré mon attention sur ce pays-là tout de suite, c'est quand ce sont des politiques qui ont commencé par dénoncer le confinement. Ils ont dit tout de suite qu'ils ont écrit d'abord au chef de l'État pour lui dire que clairement, ce confinement va créer plus de problèmes qu'il va en résoudre. Mais, je le disais tantôt, nos États ont fait un peu de suivisme vis-à-vis des pays européens en disant, nous aussi, nous devons faire cela pour que la maladie ne se propage pas. Mais, curieusement, au Madagascar, où le président a vanté les mérites de Covid-organisme. Mais comment ça se fait qu'il va encore demander le confinement de sa population? Une population très pauvre, très pauvre. Déjà au début de la crise au Madagascar, mais la capitale et surtout la ville dont on parle, Tamatave, ces deux villes-là ont été vidées. Les populations ont fui ces villes-là pour aller dans les villages. Mais si les gens étaient déjà malades là-bas, qu'est-ce qui pouvait se passer quand ils vont se retrouver dans les villages? Maintenant, ce qu'on constate, c'est qu'il y a plus de cas de contamination dans cette ville Tamatave qu'ailleurs. Mais cette ville-là est une ville économique, de surcroît. Vous bloquez l'économie de cette ville, c'est que vous bloquez l'économie de tout le pays. Alors, les gens qui vivent en communauté, vous avez une famille de 20, 30, 40 personnes qui vivent sous le même toit. Comment les chefs de famille pourront nourrir tout ce monde-là s'ils n'arrivent pas à mener des activités économiques? Voilà une situation que, franchement, je pense, comme d'autres,
que le confinement total est une erreur politique qui a conduit à des situations délictueuses que nous sommes en train de vivre dans cette région de Madagascar, un pays pauvre. Alors, au niveau de Tamatave, il faut dire quand même que le président malgache André Joeline avait qualifié les Tamataviens d'indisciplinés. Ceux-ci lui ont retorqué simplement qu'ici, on applique exactement les mêmes mesures qu'à Tana, sauf qu'à Tana, il y a la riposte contre la maladie. Ici, la riposte, elle est contre la population, contre les médecins qui n'acceptent pas le Covid organique. La riposte est contre ceux qui osent parler. Donc, il y a aussi cette situation, puisque le Madagascar dit qu'il a le remède. Le remède a été abondamment distribué au niveau d'Antananarivo. Mais à Tamatave, on ne l'a pas fait. On veut forcer ces populations à les faire. Les médecins de cette localité dénoncent et ils disent que c'est tout ça qui fait qu'il y a beaucoup de répression contre eux parce qu'ils disent nous, ce remède, on s'en méfie pour le moment. Vous savez, quand le président malgache faisait effectivement la promotion de son produit, il y a eu des médecins malgaches qui ont dit attention, nous ne sommes pas encore convaincus d'abord dans ce pays pour demander au monde entier d'utiliser le produit. C'est vrai que beaucoup vont critiquer pour dire c'est parce que ça vient de l'Afrique que tout le monde est contre le produit malgache. Mais aujourd'hui, on se rend compte que même au Madagascar, et dans le pays même, les gens n'arrivent pas à croire d'abord au produit et ne l'utilisent pas. En plus, on a comme l'impression que le président fait 2 poids 2 mesures, le gouvernement. C'est ce qui énerve effectivement la population de cette ville, puisqu'on aurait pu appliquer les mêmes choses comme dans la capitale et dans les autres villes. Mais on a réservé quand même une particularité à la capitale et on prend les autres et on leur dit mais écoutez, vous devez respecter les mesures barrières, vous devez être confinés. Et ensuite, moi, je regrette que le président utilise ce mot indiscipliné. Quelle que soit effectivement la gravité des faits, il faudrait plutôt tenir un discours qui puisse amener à prendre conscience. Parce qu'aujourd'hui, le nécessaire est de faire comprendre à la population que le coronavirus est une réalité. Et si vous essayez de vous moquer des dispositions prises, eh bien, vous risquez de mourir ou de causer des problèmes au pays. Aujourd'hui, il est très important de faire noter que le produit n'est pas accessible à tout le pays d'abord. Deuxième chose, ce n'est pas tout le monde qui veut effectivement utiliser ce produit. Troisième chose, c'est les médecins qui doivent vous prescrire le produit ou bien qui doivent vous faire utiliser le produit. Or, beaucoup de médecins aujourd'hui refusent dans le pays de prescrire ou d'utiliser ce produit à des patients. Conséquence, on a comme 2 poids 2 mesures des villes qui sont priorisées et il y en a d'autres qui sont pratiquement oubliées. Or, le problème avec le coronavirus, ce n'est pas une question de zone urbaine ou non, c'est une question de propagation. Donc, si on ne met pas les dispositions, ben, on risque d'avoir effectivement des problèmes. Le nécessaire, c'est que le président malgache montre effectivement l'exemple que d'abord tout le pays soit discipliné, ensuite qu'il continue par convaincre l'OMS et le monde entier de l'efficacité de ce produit-là. Et je crois que nous, les Africains, nous allons le soutenir. Non, une minute. Je pense qu'en réalité, quand le président malgache parle d'indiscipliné, il faut comprendre que le débat sanitaire, c'est totalement politisé. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec sa manière de gérer cette crise-là. Et ces gens-là, peut-être, se trouvent à Tamatave. Pour la majorité. Et qu'il faut effectivement essayer de combattre. C'est malheureusement ce qui se passe dans nos pays où on politise tout, même ce qui va dans l'intérêt de tout le monde. Alors, il faut quand même présenter la géographie de Madagascar. C'est qu'on a une disparité entre la côte et l'intérieur. La côte, bon, eux, ils sont quand même un peu plus aisés, mais l'intérieur, c'est une très, très grande pauvreté. Et Tamatave en fait partie.
Par exemple, il y a le député de la localité qui dit les gens sont de plus en plus dans la pauvreté et on voudrait nous faire endosser à nous la responsabilité de l'expansion. Ici, on a déjà l'explosion sanitaire et tous les jours, on risque l'explosion sociale. Alors, ce qui m'intéresse ici, dit, lorsque vous dites aux gens, lavez-vous les mains, ils vous répondent, on n'est pas en France ou à l'île Maurice. Alors, la majorité de la population n'a pas accès à l'eau courante. Elle est obligée de sortir faire la queue pour accéder à l'eau. Lorsque vous dites, lavez-vous les mains, ils vous répondent, il faut qu'on ait du savon. Et pour avoir du savon, il faut qu'on sorte travailler. Alors, ça pose toute la problématique du confinement qu'il faut rapidement revoir. Oui, c'est un paradoxe parce que, vous savez, le problème de l'eau potable en Afrique est réel. Et chez nous, par exemple, tout récemment, une étude a encore été menée où on a décelé des localités où les gens se déplacent encore sur des kilomètres pour avoir de l'eau potable. Et de l'eau de quelle qualité, Peut-on parler de potable? De l'eau couleur café. Qu'on peut toujours filtrer. Mais maintenant, le truc, c'est que, c'est vrai, on demande à tout le monde de se laver les mains. On va se laver les mains quand on n'a pas de l'eau. Déjà, l'eau pour se nourrir, pour laver les aliments, c'est un problème. Mais maintenant, on nous demande de se laver régulièrement les mains pour éviter la contamination au coronavirus. C'est vrai, on doit le faire lorsque tout le monde a les mêmes moyens de pouvoir se laver les mains. Le savon, les gens n'ont pas fait de stock de savon chez eux. En fait, on parle ainsi parce qu'on connaît la situation de misère de ces populations. C'est un peu la même chose dans beaucoup de pays. Oui, mais... Et Madagascar est entouré de l'eau. Malheureusement, on n'arrive pas à mettre de l'eau potable à la disposition de la population. C'est malheureux. On dit souvent que le problème entre l'Israël et la Palestine, c'est un problème d'eau potable et tout. Mais vous allez en Israël, on prend de l'eau de mer. C'est de l'eau de mer qu'on essaie de transformer en eau potable, buvable à tout moment. Donc, vous voyez, c'est que nous aussi, nous avons quand même des choses à faire chez nous. Et c'est vrai, il faut que nous ayons le minimum vital pour pouvoir subvenir à ces problèmes-là. La pause, c'est la grande pause et on revient après le journal.